et à tous. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur l'un des 41 livrets thématiques de la France insoumise, celui qui s'intéresse aux forêts. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les livrets, ce sont des outils qui sont créés de manière collective avec des militants, des experts au travers d'ateliers citoyens et ils servent de base au programme de l'avenir en commun. Dans le cadre du livret thématique de la forêt, nous allons vous proposer une série de 3 vidéos explicatives. La première, les forêts face à l'urgence écologique. Ensuite, comment relocaliser et réhumaniser l'activité forestière. Et la dernière vidéo, ce sera la forêt, un bien commun, le rôle de l'État, des municipalités et des citoyens. Et nous commençons aujourd'hui notre série avec la première vidéo, les forêts face à l'urgence écologique. Et pour cela, j'accueille nos camarades Anthony Brondel et Marianne Guillemin, qui sont les co-animateurs du livret Forêt, et Catherine Couturier, députée de la Creuse de 2022 à 2024. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci déjà pour l'organisation de cette vidéo. On a souhaité parler un petit peu des enjeux de forêt parce que malheureusement, c'est pas toujours très connu, on n'en parle pas beaucoup dans le débat public. Et on s'était dit que c'était important de pouvoir en parler aujourd'hui. Déjà, quelque chose d'assez important, il faut prendre en compte, c'est que la France en a un rôle à jouer. Et la France, c'est une nation forestière. En gros, un tiers du territoire hexagonal, c'est de la forêt ou des monocultures d'arbres, et 85% du territoire ultramarin. La superficie des forêts en France, c'est à peu près 25 millions d'hectares de forêt. Et en fait, si on compare la superficie de la France à l'échelle du monde, on est le 45e pays le plus important en superficie terrestre. Et pourtant, on est dans le top 30 mondial de la superficie des forêts. C'est pour dire voilà l'importance de la forêt en France. Et donc, comme je disais par l'instant, la question des forêts, elle est peu connue. Et pourtant, la forêt, elle joue un rôle et elle a une fonction vitale pour nous, êtres humains, mais de manière globale, pour l'écosystème. Donc, on va voir, je vais vous expliquer là rapidement les quelques petites fonctions essentielles. Déjà, la forêt, elle a une fonction sociale et économique. Donc, pour nous, les êtres humains, tout le monde le sait, c'est source de nourriture. C'est aussi un matériel de construction quand on pense en bois. Ça joue un rôle ici en termes d'énergie. Et elle a aussi une fonction sociale. Donc, un Français sur 2 va à la forêt au moins une fois par mois. Concernant les fonctions écologiques, donc je vais passer d'abord les fonctions un peu plus connues vers celles qui sont moins connues. D'abord dire que la forêt, elle va jouer un rôle dans la biodiversité et dans l'habitat d'espèces. Donc ça, tout le monde le sait. Aussi que la forêt, elle a un rôle en termes de filtration de l'air et filtration de l'eau. C'est-à-dire que sans forêt, la qualité de l'air ou la qualité d'eau ne va pas être la même. Elle a un rôle aussi en termes de puits de chaleur. C'est-à-dire que la forêt va permettre aussi de réduire la température. Elle va permettre de lutter contre les chaleurs extrêmes. Ça, tout le monde le constate. Quand souvent il fait chaud, on aime bien se balader en forêt parce que on se sent moins étouffé par la chaleur. La forêt va aussi avoir un rôle contre les risques naturels, c'est-à-dire à limiter les inondations, parce que la forêt va permettre une meilleure infiltration de l'eau. Elle va lutter aussi contre les glissements de terrain, contre les avalanches, compris contre l'érosion des sols. Moins connu, la forêt elle a un rôle dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, environ 60% des pluies qu'on a en France, elle est liée à l'évapotranspiration des plantes et des forêts, et qui sont à l'origine donc, des nuages et des pluies à travers le pays. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire que le fait que la France soit un pays côtier, on soit proche de l'Atlantique, l'essentiel des eaux de pluie viennent de l'océan, et pourtant non, ça vient essentiellement des forêts. Et donc dernier rôle écologique de la forêt, c'est un puits de carbone, c'est-à-dire que les forêts vont pouvoir absorber le CO2, et donc c'est un rôle essentiel notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc malheureusement, ce qu'on constate, c'est que nos forêts elles sont en danger. C'est lié donc à la mauvaise gestion des forêts à travers le monde. Aujourd'hui, la mauvaise gestion des forêts, c'est la deuxième cause de réchauffement climatique après la combustion à l'énergie fossile. On estime qu'environ 17% des émissions mondiales de CO2 sont liées justement à cette mauvaise gestion.
Et pour vous donner un chiffre aussi qui me semble assez important, la capacité à capter le CO2 de la forêt française a baissé de 40% en 10 ans. Voilà, faut vous dire vraiment qu'il y a une urgence en termes de gestion des forêts à changer la manière de comment on fonctionne aujourd'hui. L'exploitation des forêts a aussi un rôle assez essentiel. On estime qu'entre 2005 et 2022, le taux de prélèvement donc, du bois est passé de 50 à 60%. Ça prouve qu'on a une gestion peu trop productive de la forêt et pas suffisamment écologique. Mais ça va être... on va en parler un peu plus là, dans la discussion aujourd'hui. Et enfin, le gros danger, c'est évidemment les conséquences du réchauffement climatique. Donc 40% des espèces d'arbres en Europe qui sont menacées. Et forcément, les incendies, vous l'avez pu constater à chaque été. Je donne l'exemple de 2022, où il y a eu une augmentation donc, de la superficie brûlée qui était 7 fois plus importante que la moyenne de ces 15 dernières années. Donc voilà, c'était tout l'enjeu de cette vidéo aujourd'hui, de pouvoir parler de ces différents enjeux. Et de nouveau, je vous remercie pour l'organisation de cette vidéo. Avec plaisir. Là, tu viens un petit peu nous expliquer que les forêts elles jouent un rôle majeur pour l'écologie. Tu as expliqué aussi la position de la France dans la protection des forêts. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'est une forêt ? Alors, pour la définition de la forêt, donc, il y a deux choses à prendre en compte. C'est d'une part ce qu'on appelle une forêt et de l'autre côté, j'allais dire une succession de bois et d'arbres. Et là, je pense que Marianne va pouvoir nous en dire un peu plus. Il y a une définition de la forêt qu'on a tous à l'esprit, c'est-à-dire que la première chose qui vient aux gens quand on leur demande c'est quoi une forêt, généralement c'est l'endroit où on va chercher des champignons. Malheureusement, cette définition, ou alors c'est l'endroit, on a l'image de Bambi par exemple, enfin des choses qui sont très réjouissantes à voir, c'est très 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 éloigné en fait de la définition légale de la forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a adopté la définition officielle de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, dite FAO, c'est le sigle anglo-américain. Et cette définition, en fait, ne tient compte que d'une chose, c'est ce qu'il y a en surface. Et dans ce qu'il y a en surface, ça n'est que les arbres. C'est-à-dire que pour la FAO, une forêt se définit de la manière suivante, avec il y a 5 conditions. Il faut une superficie minimum de 0,5 hectares, donc c'est 5000 mètres carrés, donc c'est relativement petit. Il faut une présence d'arbres qui peuvent atteindre une hauteur supérieure de 5 mètres à maturité, c'est-à-dire que même c'est leur potentiel. Et il faut un boisement de plus de 10% du territoire, c'est-à-dire que je reprends 5000 m², ça veut dire que si vous avez 500 m² d'arbres, ça suffit à faire une forêt. Il faut une largeur moyenne d'au moins 20 mètres, ça c'est pour distinguer les forêts des haies par exemple. Et il faut une utilisation qui ne soit ni agricole ni urbaine. Au sens de nous autres insoumis, c'est pas c'est pas du tout ce qui définit une forêt. Pour nous, une forêt c'est d'abord un écosystème. Et un écosystème ne se contente pas de ce qui pousse sur le sol, c'est également un sol. En fait, les forestiers vous disent souvent que la forêt, c'est d'abord un sol, parce que c'est là que tout se joue, en fait. C'est là que tout commence. Et puis, une forêt, c'est l'ensemble des êtres vivants qui y vivent, des animaux, des plantes, des fonges. Les fonges, c'est les champignons. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que la forêt soit d'abord définie comme un écosystème, et peut-être qu'on définisse des critères minimaux pour pouvoir dire ceci est une forêt et ceci n'est pas une forêt. À quoi ça va nous servir ça ? On y reviendra sans doute par la suite, mais ça nous servira, par exemple, à pouvoir distinguer une forêt d'une plantation. Parce que quand on plante des arbres, généralement des résineux, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en rang à peu près comme on planterait des carottes dans son potager, avec ça et absolument rien d'autre, à notre sens, ça n'est pas une forêt parce que ça n'est pas un écosystème qui ne peut pas avoir d'équilibre écologique. Voilà. Très intéressant. Et du coup, l'objectif, cette définition, ce serait qu'elle se généralise en France pour remplacer la définition actuelle. Oui, tout à fait. Il faut savoir que la France a adopté la définition assez restrictive en fait, de la FAO, mais que d'autres pays ont une définition qui est plus large et qui est différente. On pourrait adapter la définition de la forêt pour coller au plus près de ce que représente une forêt d'un point de vue écosystémique. Anthony l'a rappelé tout à l'heure, comme c'est quand même dans l'Hexagone le tiers du territoire et de mémoire 96% du territoire guyanais. Donc c'est vraiment une part très très importante de notre territoire. Avoir une définition aussi basique, c'est un non-sens à tout.
Est-ce que à présent, vous pourriez nous dresser un portrait de l'état des forêts en France aujourd'hui? Aujourd'hui, les forêts sont quand même très très menacées. Et ça va pas dans le bon sens. On regarde du changement climatique et de l'augmentation de la température sur Terre. Marianne a parlé de la forêt guyanaise qui est également très menacée, d'une part à cause de la surexploitation et d'autre part à cause de la déforestation qui s'aggrave. Et je pense que la question du Mercosur va encore empirer cette situation. D'ailleurs, lors de la COP30, on a vu de fortes manifestations pour s'opposer à la déforestation, et notamment les autochtones, qui manifestent par rapport à la protection de leur territoire. Et bien sûr, sur le territoire hexagonal, on assiste au dépérissement de la forêt à cause du changement climatique. On a aussi des atteintes parfois de scolytes. Et enfin, le troisième point à évoquer, c'est le mode d'exploitation de la forêt, qui est un mode industriel. Et on voit bien que le système capitaliste dans lequel nous sommes considère la forêt comme un élément de rentabilité immédiate, alors que la forêt, c'est un temps long. Cette surexploitation se traduit surtout par une exploitation dans un but énergétique. On voit une augmentation des usines à pellets, des chaudières à bois par des plaquettes, par exemple. Et cette surexploitation combinée au réchauffement climatique amène ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment Anthony, c'est que les forêts ont perdu 40 voire 50% de leur capacité d'absorption en CO2. J'écoutais justement dans le cadre de la COP30, ils évoquaient le rôle de puits carbone dont 3 éléments sont indispensables. Ce sont les océans, la forêt et les sols. Parce que même la terre agricole capte le carbone. Et là, autant on s'est un peu amélioré sur l'état de santé des océans qui ont progressé dans leur capacité d'absorption de carbone, alors qu'en parallèle, les forêts ont diminué dans leur capacité carbone, et ça, ce qui est très très inquiétant. Parce que ça va au sens inverse de ce qu'on devrait faire pour agir au vu de diminuer la température de la planète. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, Catherine, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il existe aujourd'hui des forêts en France qui émettent plus de CO2 que ce qu'elles en absorbent. C'est le cas, par exemple, dans l'est de la France. Donc là, on est quand même dans une situation assez tout à fait fréquente de ce point de vue. Et pourquoi? Pourquoi elles en émettent plus? Au niveau de l'Hexagone, on a bien souvent des forêts de résineux qui résistent moins bien au réchauffement climatique et qui sont aussi touchées par les maladies. Donc on a un territoire qui est en train de s'inverser en termes de son rôle de puits carbone. On a vécu aussi les incendies de forêt. Je pense notamment à ce qui s'est passé en 2022. Et là, quand on a une forêt qui brûle, son rôle de puits carbone n'est plus là. Si je peux expliquer comment ça fonctionne, peut-être la captation du carbone très, très grossièrement, hein, je ne suis pas spécialiste scientifique, mais pourquoi les forêts captent du carbone? Parce qu'il y a le phénomène que tout le monde connaît, qui est le phénomène de la photosynthèse, qui est la transformation de la lumière en énergie, et c'est ce qui permet aux arbres et aux végétaux, à tous les végétaux, de croître. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'une certaine température, ça dépend des essences forestières, mais ça peut être à partir de 35 degrés, ce phénomène de captation devient de plus en plus compliqué puisque les forêts doivent se protéger contre les températures. Du coup, elles vont fermer ce que leurs stomates, en gros, c'est leurs pores, voilà, et elles vont arrêter le phénomène d'évapotranspiration. Voilà, donc la croissance des arbres, du coup, peut stopper carrément. Du coup, quand on a des températures trop élevées, donc en cas de canicule, il n'y a plus de croissance en fait des végétaux. Et puis, je voudrais revenir aussi sur, on parle beaucoup du carbone, je voudrais insister sur une chose. Le carbone, c'est bien sûr la captation du carbone, c'est un danger absolu, le fait qu'on ait le réchauffement climatique dont malheureusement et la récente COP qui a eu lieu là nous permet de voir que le plus gros émetteur du monde n'en a manifestement pas encore conscience, à savoir les États-Unis d'Amérique. Il y a une chose qui passe au second plan et qui est peut-être qu'il faudrait peut-être mettre en avant, c'est la perte globale de la biodiversité. Et Catherine a évoqué les scolytes, qui sont des insectes qui ont proliféré ces dernières années, qui ont absolument ravagé les épicéas en France. Il se trouve que les scolytes, ça a été très visible, mais ce ne sont pas les seuls êtres vivants qui sont déséquilibrés dans les écosystèmes forestiers, entre autres à cause du réchauffement climatique. Il y a deux types. Je vais rapidement, on fait face à deux types de problèmes. Le problème, donc le scolyte, c'est un insecte qui était présent
présent dans nos forêts et qui a proliféré parce qu'auparavant, il pondait une fois par an. Ensuite, une bonne partie des individus mouraient pendant l'hiver ou alors les épicéas réussissaient à se défendre, en gros en les noyant dans la résine. Il se trouve qu'avec les sécheresses, ils ne pouvaient plus produire suffisamment de résine, donc ce qui a permis aux scolytes de les dévorer plus rapidement. Et puis, grâce pour eux au réchauffement, il y a eu plusieurs pontes par an, donc ils ont vraiment proliféré. Donc on a des espèces indigènes qui prolifèrent, et puis on a également un danger auquel on ne fait pas du tout assez attention en France, qui est celui des espèces exotiques envahissantes, les EEE. Et il y en a un sur lequel notamment on a une alerte en France, qui est la nématode du pin, qui est un tout petit ver en fait, qui est d'abord qui prend place sur un insecte, et puis qui ensuite décime les pins, notamment les pins maritimes, les pins noirs. Et il y a une alerte qui a été donnée dans les Landes, ce qui fait qu'il y a un morceau de forêt qui a été complètement confiné, parce qu'il y a un très gros risque d'extension. Cet insecte en fait est originaire d'Amérique du Nord. Il a déjà ravagé des forêts en Asie. Et puis là, on l'a vu dans les Landes parce qu'il est remonté par l'Espagne et par le Portugal, où beaucoup de forêts ont été ravagées également. Il se trouve que ce ver est également peut être importé dans les emballages, dans les caisses en bois qui arrivent sur le territoire européen. Il y a eu une alerte qui a été donnée par les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, parce que on a vu des caisses d'emballage en provenance de Chine, qui pourtant avaient le tampon indiquant que le bois avait été traité par chauffage, sans produits chimiques, mais par chauffage pour éradiquer cet insecte. Il se trouve que les tampons étaient des faux. Voilà, et j'insiste sur ce point parce que à la France Insoumise, nous mettons en garde et nous luttons contre cette mondialisation proliférante du commerce dans tous les sens pour des choses qui ne nous servent le plus souvent pas à grand-chose ou qu'on pourrait produire chez nous. La multiplication des échanges commerciaux comme ça, ça engendre également ce genre de choses. Un dernier exemple d'espèce exotique envahissante, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la mode en ce moment de produire ces champignons chez soi dans sa cave. Donc on produit beaucoup de champignons, c'est formidable. Et puis ça nous fait à manger. Le problème, c'est que les espèces de champignons qu'on peut cultiver, il y en a qui ne sont pas du tout indigènes de chez nous, et il y en a un qui commence à représenter un très gros danger, qui est un très joli champignon qui s'appelle la pleurote dorée ou la pleurote jaune, donc qui est tout à fait comestible, qui est magnifique parce qu'il pousse très très vite. Le souci, c'est que ce champignon est originaire d'Asie d'Est, et que sa propagation est d'une rapidité absolument effrayante. Il pousse à une vitesse telle, en fait, qu'il dégrade les bois 2 fois plus vite que d'autres espèces qui sont indigènes. Chez nous, le résultat, c'est que tous les insectes, les autres champignons qui sont présents, qui pourraient être présents, en fait, n'ont pas le temps de vivre. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en fait, on a perdu la moitié des autres champignons. Donc, c'est un déséquilibre total des écosystèmes forestiers. Et la Suisse, là, vient de classer ce champignon comme espèce exotique envahissante. C'est, je crois, à ma connaissance, le premier champignon qui a été classé comme tel. Et enfin, si je peux ajouter un dernier exemple, là, qui est peut-être un petit peu plus connu, c'est la calarose qui a touché les frênes en France. Il y a ça se généralise partout. La calarose du frêne, c'est également une espèce qui n'est pas du tout européenne à l'origine et qui est en train de décimer les frênes chez nous. Et ces espèces exotiques envahissantes, en fait, d'abord, il faut faire très attention, puis il faut contrôler ce qu'on peut importer, puisque la calarose du frêne, en fait, elle est venue, par exemple, à partir de plants. Donc, les plants forestiers qu'on installe doivent être absolument contrôlés au plus près. Et puis, il faut surtout qu'on privilégie les plants qui sont indigènes. On y viendra peut-être après. Merci beaucoup Marianne, merci beaucoup Catherine. On vient de parler des conséquences des changements globaux, du carbone, de l'effondrement de la biodiversité et des espèces exotiques envahissantes. À présent, est-ce qu'on pourrait parler de gestion des forêts qui génère ces problématiques ? On a aujourd'hui une gestion forestière qui voit d'abord tout de suite la rentabilité. On assiste sur le territoire à une exploitation forestière qui consiste donc à tout couper. Et le résultat, ce sont des coupes rases avec une mécanisation très lourde, très importante, qui tasse des sols, qui détruit la biodiversité et la richesse de la forêt dans sa globalité. C'était d'ailleurs le sens de la proposition de loi que j'avais déposée en 2023. Pour revenir maintenant sur le contenu de notre proposition de loi, elle se décline en 13 articles qui peuvent essentiellement se définir ainsi. La nécessité de critères de durabilité dans la politique forestière nationale et les documents de gestion en les rendant transparents. Deuxièmement, de favoriser la sylviculture irrégulière ou dite sylviculture à couvert continu.
d'encadrer la pratique des coupes rases en limitant les seuils et la conditionnalité, coupes soumises à autorisation pour faciliter le recours de tiers, de diversifier les essences pour la replantation, de préserver les sols forestiers en interdisant le dessouchage, de redonner la main au service de l'État dans l'élaboration des plans de chasse, d'améliorer la représentativité des conseils d'administration du CNPF et du CRPF en intégrant les associations environnementales et les agents de l'OFB. Nous proposons également de séparer l'activité de gestion et d'exploitation forestière de l'activité de récolte et de commercialisation du bois. Et enfin, permettre aux élus locaux d'exercer pleinement leur droit de préemption forestière. Il n'y a pas seulement la question de comment on exploite la forêt, il y a aussi cette nécessité de favoriser la régénération naturelle et d'arrêter la plantation, je dirais, en plan de salade. Bien souvent, on remarque que ce sont des résineux qui sont plantés pour avoir une rentabilité la plus rapide possible. Le programme de ce gouvernement et des gouvernements précédents n'allait pas dans le sens d'une gestion forestière durable et une protection de notre biodiversité. On voit bien que leur objectif, c'est de permettre aux grandes coopératives forestières et aux grands groupes une rentabilité la plus rapide et la plus immédiate possible. Cela se traduit par le projet de planter 1 million d'arbres, par exemple, mais pour planter 1 million d'arbres, il s'appuie sur une surexploitation de la forêt. Et donc, on coupe tout et on replante des résineux qui poussent plus vite sur 10 ans, mais qui en réalité, avec le réchauffement climatique, meurent avant même d'être exploités. Nous, ce que nous prenons, c'est notamment de diversifier la replantation le plus possible. En fait, il n'y a aucune biodiversité, donc c'est aussi grave pour tout ce qui est la faune, la flore, tous les champignons qui vont vivre avec telle ou telle espèce, en fait, ils vont plus pouvoir se développer non plus. Oui, puis il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que il y a cette logique de monoculture qui fait que dès qu'il y a une maladie, il y a tout qui crève, quoi. La forêt, elle est moins résiliente. Et, du coup, ce n'est pas une forêt, si on reprend la définition que donnait Marianne tout à l'heure. Donc, c'est bien ça le souci. Dans la mesure où les forêts, c'est une histoire de temps long, comme le disait Catherine tout à l'heure, ce qui est tout à fait vrai, peut-être revenir au temps long des forêts. Sur l'histoire longue de la gestion forestière, une chose dont il faut se souvenir, c'est qu'à chaque fois, jusque ces dernières années, en fait, à chaque fois que des lois ont été édictées, ça a été pour protéger les forêts. En gros, les premiers textes qui ont gouverné les forêts en France, c'était sous Philippe le Bel. Et depuis, à chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y avait une surexploitation des forêts, qu'il y avait un gros danger, qu'il n'y avait plus la ressource. Donc, à chaque fois, on a essayé de mieux protéger les forêts. Ces dernières années, on a pris un virage qui est très dangereux. Mais la forêt, elle subit aussi un petit peu la même chose que ce qu'a subi l'agriculture. C'est-à-dire qu'après-guerre, il a fallu nourrir la population, donc on a mis en route une industrialisation massive de l'agriculture, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Je pense que tout le monde voit desquels je parle, des problèmes environnementaux notamment, et puis également un épuisement en fait tel des sols que du coup l'agriculture industrielle ne tient plus ses promesses. La forêt a subi le même mécanisme en fait. Le programme national forestier qui a été créé en 1958 a eu la vertu de mettre en place l'inventaire national forestier, qui est celui qui nous permet aujourd'hui en fait de savoir dans quel état sont nos forêts, mais d'ailleurs avec une précision, c'est qu'il ne concerne que l'Hexagone et la Corse. C'est-à-dire qu'on commence seulement maintenant à se dire tiens, va falloir faire un inventaire forestier sur la Guyane, par exemple, puisque ça c'est pas du tout encore fait. Au moment donc où on a mis en place ce programme forestier, c'est là qu'on a commencé à enrésiner en fait la France, c'est-à-dire à remplacer les essences feuillues pour mettre à la place des résineux. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça pousse plus vite, et puis ça fait des arbres bien droits, donc on est moins enquiquiné, et en fait ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'adapter notre mode de gestion à cet écosystème, on a fait l'inverse. On a décidé qu'on allait adapter les forêts à nos machines. Donc, par exemple, on a vu que des machines destinées à couper le bois, en fait, en Syrie, n'acceptaient plus, parce qu'elles étaient fabriquées en Europe du Nord, n'acceptaient plus qu'un certain diamètre de bois. Donc, on a coupé les arbres de plus en plus jeunes. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, la majorité de la forêt a moins de 100 ans. C'est-à-dire que quand on regarde, on peut trouver encore sur Internet des photos du siècle dernier,
et même du siècle d'avant, de la fin du 19e siècle, où on voit des arbres qui ont des circonférences qui sont absolument magistrales, et ça, on ne le voit plus que très très rarement. C'est un problème d'abord parce que c'est une perte de patrimoine, donc, pour nous aussi, et puis c'est un problème écologique, parce que les gros arbres jouent un rôle qui est précis dans les écosystèmes, et qui n'est pas le même que celui des jeunes arbres. Donc il y a un souci sur la manière de gérer les forêts en France, parce que notre législation, le code forestier qui a été exemplaire en fait pendant de très nombreuses années, ne peut pas faire face aujourd'hui à l'industrialisation et à la prédation financière qu'il y a sur la forêt. Je vais prendre un parallèle qui est celui par exemple de nos institutions de la Ve République. On s'est rendu compte qu'elles ont fait face au moment où elles ont été adoptées, elles ont fait face à une situation donnée. Aujourd'hui, on se rend compte que ces institutions doivent absolument être rénovées et réécrites, tout simplement parce que des gens mal intentionnés qui, par exemple, voudraient empêcher le travail parlementaire, ils parviennent tout à fait sans aucun problème parce qu'ils profitent de failles, en fait, dans nos institutions. Pour le code forestier, c'est la même chose. Le code forestier permet aujourd'hui, ce que décrivait Catherine et Anthony, permet les monocultures, permet des coups rases, permet la surmécanisation des engins forestiers, et ça, on se rend compte que c'est délétère. Juste, si je peux conclure avec un exemple sur la mécanisation, la mécanisation forestière, en fait, elle suit le même rythme que la mécanisation, je ne sais pas, dans le bâtiment, par exemple, où vous voyez des engins qui deviennent de plus en plus gros. Le problème des engins gros, dans l'agriculture, quand on utilise des engins de plus en plus gros et de plus en plus lourds, qu'est-ce que ça fait? Ça tasse les sols. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est absolument fondamental pour la forêt, c'est qu'elle ait des sols qui soient en bon état. Quand on tasse les sols en forêt, ça fait qu'il n'y a plus de végétaux forestiers qui poussent. Une étude récente qui a été publiée et qui explique que les végétaux sur les pistes forestières qui ont été parcourues par les gros engins de débuscage ou d'exploitation généralement de la forêt, les espèces végétales qui poussent sont de même nature que celles des friches industrielles. Voilà, donc en fait, on très 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 durablement, et dans quelques cas malheureusement définitivement, on n'a plus de forêt aux endroits où ces engins sont passés. Et comme ces engins sont de plus en plus gros, les pistes forestières, il faut qu'elles soient de plus en plus larges. Ce qui fait que c'est autant de forêt qui disparaît à cause du surdimensionnement des engins. Voilà, donc pour conclure, le problème de la gestion des forêts en France, c'est que notre législation actuellement ne nous permet pas de faire face à la prolifération de l'industrie en forêt, au fait qu'on a voulu adapter le vivant à l'industrie au lieu de faire l'inverse. Et puis quand même une nuance, il faut savoir que les forêts publiques, par exemple aux forêts publiques, il y a beaucoup moins de coupe rase qu'aux forêts privées. Voilà, la financiarisation, elle a surtout lieu en forêt privée, et la forêt privée, c'est 75% des forêts de l'Hexagone. On voit bien que la gestion forestière aujourd'hui, elle découle d'un mode de gestion capitaliste. On est dans l'ère du débat autour du rôle de la forêt dans le cadre de l'enjeu écologique. On voit bien que ceux qui prétendent à un moment donné vouloir défendre des questions écologiques, ce n'est pas possible dans un système capitaliste. On est obligé de faire ce lien entre système économique et écologique parce que ce n'est pas cohérent. On voit bien que malheureusement, parfois même à gauche, certains ne comprennent pas cette importance de devoir s'attaquer réellement à ces enjeux. Si on reste dans le même système ou si on l'adapte, ce n'est pas possible non plus. Je me rappelle quand même, après les incendies de Gironde, tout le monde dans l'hémicycle était là pour dire qu'il faut réagir, ce n'est plus possible que ça se passe ainsi, qu'il faut faire quelque chose. On a débattu pendant je ne sais combien de jours sur un texte qui n'a apporté aucun élément de la protection de la forêt et de son devenir dans le cadre du réchauffement climatique. Donc il y a la question de l'exploitation de la forêt qui est primordiale dans les enjeux écologiques. La situation est grave. Nous ne sommes que début mai et déjà de grands feux se produisent, comme dans les Pyrénées récemment, où 930 hectares ont été touchés par les flammes. La semaine dernière, une canicule sans précédent s'est abattue sur l'Andalousie, avec le mercure dépassant les 40 degrés. Du jamais vu dès le mois d'avril, même pour cette région. La conséquence directe est que la surface de végétation brûlée bat des records. Pour compléter là, ce que dit Catherine, moi il y a un truc qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'en 2022, on s'est rendu compte que avec les incendies, il fallait réagir, il y avait plein de politiques qu'on mettait pas en place
En termes de prévention, il y a aussi les moyens pour les pompiers, d'avoir les canadaires pour éteindre d'incendies, etc. Quand on a eu des incendies là, cette année, on s'est rendu compte que les promesses, les canadaires, ils étaient toujours pas là, quoi. Donc, il y a aussi une question à un moment donné de prise en compte réelle du moment dans lequel on est et sur l'urgence à agir. Il y a la question aujourd'hui des moyens donnés aux services publics, et notamment que ce soit à l'ONF ou à l'OFB. On voit bien que depuis déjà de nombreux budgets, qu'il y a eu des coupes dans les effectifs. Alors, on avait réussi à stopper la suppression des postes, notamment à l'ONF, sur les budgets 2023-2024, mais là, le budget 2025 est reparti encore à la baisse, puisqu'ils avaient prévu 72 emplois en moins pour l'ONF, par exemple. En 10 ans, l'ONF a déjà subi une coupe de 12 800 emplois. Je crois que c'était à peu près 8 000 en 2024. Et là, on continue dans ce budget de l'horreur et avec de nouvelles coupes, alors que l'urgence est d'augmenter les effectifs pour agir face au dérèglement climatique. Il faut savoir que le groupe a réussi à stopper cette hémorragie en faisant voter un amendement qui crée 478 emplois pour l'ONF. Alors cet amendement, il est voté, mais il ne sera pas avec le budget général. Mais le fait que cet amendement soit voté, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience d'une partie de l'hémicycle aussi. Il y a surtout une prise de conscience des citoyens sur le massacre que subissent les forêts, parce qu'il y a énormément de mobilisation dans tous les coins de France sur justement le fait d'arrêter ces coupes rases, d'arrêter ces modes d'exploitation de la forêt. Je pourrais parler également des haies, par exemple. Le gouvernement avait mis en place des plans haies pour replanter jusqu'en 2030. Et là, une fois de plus, dans le budget de 2026, le gouvernement revenait sur ses engagements au niveau budgétaire pour ce plan qui est indispensable à la biodiversité et aussi pour résister au changement du climat. Là aussi, le groupe LFI a déposé un amendement pour au minimum d'investissement de 50 millions d'euros pour pouvoir agir. Catherine, tu viens d'expliquer que grâce à la pression populaire, en fait, il y avait des changements qui avaient été faits au niveau des amendements et plus de besoins pour l'OFB, enfin tous les services publics au niveau de la forêt. Vous avez aussi expliqué tous les problèmes de gestion des forêts. Est-ce qu'à présent, vous pourriez nous faire un bilan de ces dernières années? Quel constat on peut faire sur la gestion forestière qui a été faite en France? La gestion forestière et la politique forestière en France, en fait, elle s'inscrit dans un contexte général de recul écologique tous azimuts. Mais ça, ce serait presque l'aboutissement, parce que moi, je remonterais effectivement, il y a quelques années, il y a une loi qui a été votée en 2014, donc c'était avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Cette loi sur l'agriculture et la forêt, c'est celle en fait qui a donné l'impulsion du tournant vers quelque chose qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, qui est la question de l'énergie et de la forêt considérée comme ressource énergétique. 2014, c'est également le moment où les luttes ont commencé à Gardanne, donc à côté de Marseille, contre cette centrale biomasse qui était auparavant une centrale à charbon, qui a été transformée donc en centrale à faire brûler du bois pour produire de l'électricité. Donc avec une prédation sur la forêt de plus de 10 départements autour de Marseille, et également carrément de l'importation du bois venu de l'autre bout du monde pour pouvoir alimenter cette usine qui a un rendement qui est absolument calamiteux en plus. Donc voilà, donc, l'impulsion vers le bois énergie, vers l'énergie biomasse de manière générale, elle date vraiment de ces années-là. C'est vraiment une impulsion qui peut avoir des conséquences catastrophiques, et on commence à le voir aujourd'hui avec Catherine, on parlera peut-être, sans doute mieux que moi, notamment avec ce qui se passe dans la Creuse du côté de chez elle, où l'usine Biocil s'installe. Mais cette prédation sur la forêt, elle est d'autant plus difficile en fait à combattre que, comme je le disais, 60% de la forêt est privée et le code forestier français en fait laisse beaucoup de marge de manœuvre en fait aux propriétaires privés. Il faut savoir que
La gestion écologique de la forêt, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les propriétaires privés gèrent mal leur forêt, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais il se trouve qu'il y a des mesures qui peuvent être prises, par exemple, les propriétaires privés, à partir de 10 hectares s'ils sont volontaires, ou de manière obligatoire à partir de 20 hectares, font ce qu'on appelle un plan de gestion, un plan simple de gestion de leur forêt. Le truc, c'est qu'il y a un peu plus de 13 millions d'hectares de forêts qui sont privées. Les forêts privées qui sont dotées d'un PSG, l'ensemble de gestion, c'est 3 millions d'hectares. C'est-à-dire que la plus grande partie, en fait, n'a pas de plan de gestion. Alors, ça a d'un côté un petit peu protégé les forêts françaises, puisqu'on critique beaucoup le morcellement de la propriété. Mais le morcellement de la propriété, ça fait que des toutes petites parcelles forestières, en fait, ne sont pas gérées et quelquefois pas coupées. Mais ces dernières années, la pression énergétique en fait sur la forêt pour faire produire de l'électricité dans des centrales, pour produire des granulés, pour maintenant produire du kérosène pour les avions. Si. Il y a un projet qui s'appelle ECO qui se situe dans le sud-ouest, dans lequel donc l'idée c'est de transformer carrément des arbres, de distiller des arbres pour en faire du carburant pour les avions. Donc du côté des Pyrénées, les associations de défense de la forêt sont vent debout contre ça, alors qu'on dit qu'il faudrait au contraire réduire le trafic aérien. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste les distiller pour pouvoir produire du carburant. Tiens d'ailleurs je fais une petite parenthèse, il y a quelque chose qui est encore plus embêtant, c'est que pour accélérer cette distillation, je vous parlais d'un champignon tout à l'heure qui détruit, qui digère le bois à une rapidité assez affolante. Et bien figurez-vous qu'on est en train de mettre au point des champignons, et on l'a mis au point des champignons et des bactéries OGM, pour pouvoir être utilisés dans des raffineries, pour pouvoir accélérer la dégradation de la biomasse, avec comme but de produire de l'énergie. Donc maintenant, on en vient carrément à utiliser des OGM pour pouvoir faire de l'énergie. C'est un projet qui est actuellement dans le carton, là, qui est subventionné par l'État, qui a beaucoup de financement. Donc j'alerte là-dessus. Le problème, c'est qu'un champignon, ça émet des spores, même s'il est microscopique, et qu'il y a un risque de propagation. On connaît le problème des OGM dans l'agriculture. Si on commence à jouer avec ce genre de choses en forêt, ça peut être vraiment très très dangereux, d'autant qu'il y a d'autres solutions. Pour l'instant, je laisse le constat de ce qui se passe aujourd'hui, mais on y viendra après. Il y a d'autres solutions, c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister. Donc, ces dernières années, pour résumer, c'est tout sur l'énergie biomasse, c'est l'industrialisation avec effectivement quelquefois des vertus écologiques. La construction bois, ça peut être vertueux, à condition de ne pas surexploiter les forêts pour pouvoir faire de la construction bois. Voilà, c'est une question d'équilibre et c'est une question, le danger pour moi, c'est vraiment une question de cloisonnement mental. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ceux qui gèrent les forêts, et puis de l'autre, ceux qui s'occupent du bâtiment. Il faudrait peut-être, et c'est ce qu'on fait nous à la France Insoumise, il faudrait peut-être que les gens se parlent entre eux et que on ne décide pas d'installer une usine à fabriquer des granulés sur une quantité de ressources forestières données, tout en finançant également un autre projet qui va prendre la forêt, qui va prendre la ressource au même endroit. Voilà, donc il y a un télescopage en fait des projets qui utilisent la forêt, qui doivent vraiment être pris en compte. Et je crois savoir qu'il y a un certain nombre de régions, puisque depuis la loi de 2014 dont je vous parlais, les régions ont un très grand rôle à jouer sur l'évaluation de la ressource et l'estimation de la ressource en bois. Il y a un certain nombre de régions qui commencent à rétro-pédaler et à se dire « Ouh là là, la ressource dont on pensait qu'elle serait disponible, et ben manifestement, elle n'est pas du tout à la hauteur à cause des projets industriels, à cause du réchauffement climatique, à cause de l'effondrement de la biodiversité. » Donc, on n'en a pas autant que ce qu'on croyait. Et quand on nous dit que les forêts s'étendent, un petit détail, quand vous rasez une forêt, c'est toujours considéré comme une forêt, parce que sur le cadastre, il y a écrit forêt. Donc on comptabilise en fait des choses en forêt qui ne sont pas des forêts. Et il y a une chose que Marianne, elle a parlé de l'énergie bois, mais il y a aussi, ça je pense c'est important aussi d'en parler, c'est les hectares de forêt ou les petits morceaux de forêt qu'on va abattre pour produire aussi de l'énergie. Je pense par exemple à tout ce qui est projet de méthanisation. Donc là, c'est un truc justement qui est pas mal soutenu par le gouvernement, où on va utiliser différentes ressources agricoles, mais y compris des ressources forestières, justement pour alimenter, parce que si les méthaniseurs sont pas alimentés en permanence, ne fonctionne pas, il ne peut pas produire du gaz. Il y a cette issue-là. Et il y a aussi tout ce qui est projet photovoltaïque. Je pense notamment à un projet devait se faire dans le Haut-Jura, où on voulait raser une partie à quelques hectares de forêt pour pouvoir mettre les panneaux photovoltaïques.
Je vais ajouter un autre élément. Marianne a parlé du bois énergie, Anthony a parlé de la question de la privatisation et du photovoltaïque, faisant justement pression sur la forêt. Et je voulais pointer un autre élément, c'est la pâte à papier. Vous savez, on s'est dit qu'il faut supprimer les sacs en plastique, ça pollue, notamment on les retrouve bien souvent dans les océans. Et ça, c'est vrai qu'on a progressé sur cette question-là. Le problème, c'est qu'on a remplacé les sacs en plastique par des petits sacs en papier. Ces sacs peuvent provenir du recyclage de carton, mais bien souvent, ça vient de la pâte à papier. Ce n'est pas du papier recyclé pour la très grande majorité. Et donc, on pensait faire des économies en termes de captation carbone sur ce secteur-là. En réalité, non. Parce que entre le cheminement de l'exploitation forestière pour faire de la pâte à papier et le résultat aujourd'hui, ce n'est pas efficace. Donc là, on va pouvoir se questionner, au lieu d'avoir une multitude de sacs en papier, peut-être venir avec son petit sac en toile. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des coupes rases. Mais pourquoi il y a des coupes rases? Parce que quand une forêt est coupée, quel que soit le dimensionnement de l'arbre coupé, il y a une partie qui va dans le bois énergie pour faire du pellet, pour faire de la plaquette, une partie qui va être envoyée vers la pâte à papier, et puis la partie qui est la plus mature des arbres de grosse dimension vont nous revenir bien souvent en bois d'ameublement ou pour faire du parquet. C'est là qu'il faut qu'on retravaille justement sur la chaîne de circulation. Et au niveau de l'utilisation du bois d'œuvre, puisqu'on en a besoin aujourd'hui, du bois d'œuvre, au lieu de faire brûler du bois, commençons peut-être déjà par traiter l'habitat en matière d'isolation pour diminuer la consommation d'énergie. Ce serait déjà une bonne chose et c'est ce que nous portons à la France Insoumise. Catherine a parlé des emballages et des sacs en papier. Il y a aussi les cartons d'emballage. Il y a une explosion en fait du secteur de la cartonnerie à cause du commerce internet. Voilà, à chaque fois que vous commandez un colis, eh ben, c'est du bois d'arbre, donc il y en a une bonne partie qui est recyclée, mais il faut tout de même la matière première, même si on recycle à l'arrivée. Donc oui, c'est un secteur qu'on n'a pas du tout anticipé en fait. C'est pareil, ça fait partie de notre programme à la France Insoumise de manière générale, la relocalisation de l'économie, des circuits courts. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il faut se poser la question à chaque fois de se dire, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire venir ce truc-là de l'autre bout du monde, sans compter la consommation de pétrole pour les transports, etc., etc. Donc la cartonnerie, c'est très très souvent négligé. C'est une grosse part en fait de la filière forêt-bois. Et toi, Anthony, tu voulais ajouter un point? Une dernière chose qui me semble aussi assez importante, c'est ce qu'on appelle la politique de compensation carbone. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il va mettre en place des projets où il va couper des arbres, il va vous expliquer, voilà, moi je vais, vous inquiétez pas, je vais replanter des arbres et du coup, ça va pouvoir compenser. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Est-ce que les arbres, le temps qu'ils puissent vraiment agir, notamment en termes de captation de CO2 et qu'ils puissent effectuer ces différentes fonctions écologiques, ça prend un certain temps. Donc, si on coupe un arbre et on en replante un, ça n'agit pas de la même manière, parce qu'il faut temps que l'arbre arrive à maturité. Et ensuite, on sait, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on va planter des nouveaux arbres, on a une partie des nouveaux arbres vont pas pouvoir survivre, en fait, tout simplement, du fait d'un taux de mortalité qui a tendance d'ailleurs à augmenter du fait du changement climatique et du dérèglement climatique. Les arbres ne s'adaptent plus. Les arbres n'ont plus cette capacité, voilà, à grandir et à émettre les différentes fonctions environnementales comme les arbres sont plantés il y a encore 50 ans. Ça, je pense, c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir déconstruire ce discours qui est donné, y compris par les maires qui, des fois, vont juste abattre quelques arbres comme ça et qui vont dire ne vous inquiétez pas, on va en relancer d'autres. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Si je peux préciser une chose aussi, on parlait des coupes rases tout à l'heure. Quand on coupe à ras, on coupe tous les arbres. C'est que on sous-estime les capacités de la forêt, les capacités de résilience de la forêt, ses capacités à s'adapter au réchauffement climatique. Quand vous prenez une parcelle forestière avec un certain nombre d'essences, on va prendre les chênes par exemple.
vous avez une grosse sécheresse, une canicule, des conditions climatiques absolument épouvantables, il va y avoir, oui, beaucoup de dépérissements, beaucoup de mortalité, et puis certains individus vont réussir à s'en sortir et vont survivre. Ceux-là, ces chênes-là vont produire des glands qui vont donc produire de nouveaux chênes qui vont germer, lesquels vont être plus résistants face aux changements globaux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au lieu de laisser une chance à la forêt de pouvoir se régénérer, on coupe tout et on dit, vous allez voir, on va vous planter des essences qui vont être mieux adaptées, donc on va aller chercher ça dans des pays où il fait plus chaud. Le problème, c'est qu'un arbre, c'est pas un arbre tout seul, indépendamment de tout, on fait pas encore de la culture hydroponique d'arbres. Un arbre, il a besoin de son cortège d'espèces autour, C'est ça. et de champignons. Notamment donc de la fonge, des mycorhizes, c'est-à-dire c'est la partie la plus essentielle du champignon, c'est celle qui est sous terre. S'il n'y a pas le cortège de champignons qui accompagne l'arbre, en fait, on va avoir des arbres qui vont être beaucoup plus fragiles. Donc le problème aussi des coupes rases, c'est ça, en dehors de l'élévation des températures, en dehors du fait qu'on perd de la ressource en eau, on la perd véritablement, puisque dans beaucoup de massifs forestiers, par exemple en Auvergne, dans le Limousin, en Morvan où je suis, c'est pas le sol, c'est pas la matière du sol qui retient l'eau, c'est la végétation souterraine, puisque nous n'avons pas d'argile, pas de source, on est sur du granit, donc si vous enlevez les arbres, si vous faites des coupes rases, vous asséchez complètement les sols. Et j'en profite pour souligner une chose, on voit que les agriculteurs sont victimes de la sécheresse. Ouais. Les parcelles agricoles, elles sont en contrebas en fait, des zones forestières. Il y a des agriculteurs qui sont aussi des propriétaires forestiers et qui pratiquent des coupes rases et qui ensuite ont des problèmes de sécheresse. Donc peut-être que mettre ces gens en relation les uns avec les autres et puis penser de façon prioritaire à la ressource en eau. La coupe rase, c'était une catastrophe absolue pour la ressource en eau. Voilà, je tenais vraiment à insister là-dessus, sur cette nécessité de la préserver, et sur une dernière chose aussi, parce que malheureusement, nous n'avons pas fini de faire le tour des problèmes forestiers. Catherine parlait tout à l'heure du remplacement des sacs plastiques par des sacs en papier qui produisent des problèmes. La pollution du plastique, des microplastiques, il y a des études qui sont faites sur notre propre espèce, sur l'espèce humaine. On commence à se rendre compte que il va y avoir des dangers, notamment cancérigènes, du fait des microplastiques. On sait très bien que c'est délétère pour les espèces marines, mais en fait, ça touche tout le vivant. Et la pollution du plastique en forêt, c'est quelque chose qui mériterait d'être étudié. Il y a par exemple une étude qui vient de sortir, une étude anglaise, qui a montré que pour protéger les jeunes arbres, dont parlait Anthony à l'instant, avec un taux de reprise qui effectivement est aléatoire, ça dépend des années, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance si ça va marcher ou pas, on met un filet en plastique autour des arbres. Filets se dispersent. Et cette étude a montré que dans les zones au climat océanique, en fait, les dégâts provoqués sont plus importants que le sauvetage des arbres grâce à ces filets en plastique. Dans des régions comme les Vosges, dans le Grand Est par exemple, où il y a un énorme problème d'ongulés, une autre question qu'on n'a pas abordée, les ongulés, donc les cerfs, les chevreuils, tout ça, qui mangent les jeunes pousses, en fait. Oui. Voilà, comme on s'est échiné à tuer tous ou presque les grands prédateurs, donc le loup, le lynx, notamment en forêt, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup trop, par certains endroits, de cerfs et de chevreuils. Il semble que l'énormité des subventions accordées par Emmanuel Macron à la Fédération des chasseurs n'a pas fait du tout qu'ils remplissent leur rôle de régulation du gibier, puisque cette prolifération du gibier ne s'est pas arrêtée. Donc, dans ces zones-là, effectivement, on n'a pas le choix, il faut protéger les arbres en attendant de redonner leur place aux grands prédateurs en forêt, plutôt que de continuer à zigouiller les loups. Par contre, dans les régions océaniques, le plastique en forêt, c'est pas non plus une bonne solution. Voilà, donc l'écologie, c'est pas, comme je le disais, c'est pas segmenter chaque secteur. Chaque dommage écologique qu'on produit sur la planète à cause de notre industrie, elle touche tout, et elle touche la forêt parce que ce sont des écosystèmes qui sont fragiles et dont nous et le reste du vivant avons absolument besoin. Vous venez de dépeindre un constat qui est assez alarmant. Vous avez expliqué toutes les problématiques au niveau de la forêt qui sont liées à la gestion industrielle de nos forêts. On a parlé des coupes rases, on a parlé des problèmes de plastique. À présent, est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu les solutions qui sont proposées par la France Insoumise pour remédier à toutes ces problématiques ?
les solutions que propose la France insoumise, ce sont d'abord des solutions qui viennent des citoyens, à commencer par les forestiers. Le travail qu'on a accompli à notre modeste niveau de militants politiques, il a été abondé, mais très très largement par les forestiers et les citoyens, les experts, les scientifiques qu'on a pu consulter et qui sont très mobilisés, heureusement, dans ce pays. Donc, effectivement, on a dressé un tableau qui n'est pas très réjouissant, mais ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a des solutions. Et la première des solutions, c'est d'arrêter cette gestion calamiteuse de pratique des coupes rases. Catherine en parlera, mais la France insoumise est le mouvement politique qui a déposé trois fois un texte pour réguler au maximum les coupes rases dans ce pays. Donc, c'est vraiment la France insoumise qui est à la pointe du combat à l'Assemblée nationale là-dessus. Et donc, ce qu'on propose, après avoir consulté au plus large, c'est d'avoir comme socle commun dans ce pays ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc, sylviculture, puisqu'il s'agit de gérer la forêt, mélangée parce que on voit la catastrophe que produit le fait d'avoir des monocultures, donc une seule essence généralement de résineux, donc mélangée, donc une diversification maximale du nombre d'essences, puisque par exemple, je vous ai parlé d'une maladie ou d'un champignon qui peut toucher une essence. Si vous n'avez que cette essence-là, ils vont tous mourir. Par contre, s'il y a 10, 11, 12, 15 essences différentes, on a beaucoup plus de chances. À couvert continu, ça veut dire qu'il faut en permanence avoir du couvert forestier, puisque ce qui est ravageur pour la forêt, le pire du pire, c'est quand le soleil tape sur le sol et met en pleine lumière des espèces végétales et animales et fongiques qui ne sont pas du tout habituées à ça. Donc, pour parler cru, elles brûlent. Sans compter qu'une coupe rase, pour certaines essences, par exemple le hêtre, qui est une essence d'ombre, quand on pratique une coupe rase sur une parcelle, et tout autour de la parcelle, les hêtres, moi j'en ai vu, je peux en témoigner, je le vois régulièrement, des hêtres qui dépérissent parce qu'ils sont d'un coup d'un seul mis en pleine lumière. Donc changer nos modes de gestion et généraliser la sylviculture mélangée à couvert continu en allant prélever uniquement ce dont nous avons besoin comme bois d'arbres pour la construction, pour l'isolation des bâtiments, plutôt que brûler des arbres, autant isoler les bâtiments. Donc voilà, c'est d'abord de manière générale vers ça qu'on doit aller. Il y a de l'espoir quand même. L'espoir, c'est la mobilisation citoyenne sur cette question de la protection de la forêt, qui propose d'aller vers justement d'autres modes de gestion. Marianne l'a cité, il y a une grosse mobilisation dans la Creuse contre le projet Biocil, qui a provoqué quelque part une sensibilisation de l'ensemble des citoyens sur ce département, qui regardent attentivement ce qui se passe autour de chez eux et qui agissent contre les coupes rases. Je suis allée dans les Pyrénées. Marianne a cité l'exemple des projets pour faire du biocarburant, pour faire voler des jets privés. Je suis allée dans le Jura, où là aussi il y a un projet d'usine appelé et une forte mobilisation des citoyens. Mais l'objectif pour nous, c'est bien d'avoir des forêts vivantes. Parce que aujourd'hui, la situation du changement climatique nous impose d'avoir justement une protection de nos forêts. Et il faut bien mesurer que les forêts, le système capitaliste, lui, il le voit comme une rentabilité à l'instant T, immédiate, tout de suite, pour produire, toujours produire. Alors que la forêt, elle a un rôle essentiel pour d'abord environnemental, social et ensuite économique. Le système capitaliste, il met d'abord économique, social et la question environnementale, ça vient quand de temps en temps, ça leur vient à l'esprit. Et les citoyens ne réagissent pas seulement au moment de s'opposer à des projets, mais ils s'organisent aussi dans des collectifs pour sensibiliser, pour provoquer le débat. Et je trouve que c'est une forme d'espoir. Je dirais enfin, l'espoir, c'est que pour ces prochaines élections, qu'on puisse mettre un véritable programme de rupture en phase avec ce que nous portons, nous à la France insoumise, et pour qu'aux prochaines élections présidentielles, on puisse l'emporter. Et à partir de là, mettre en œuvre une politique forestière qui répond aux enjeux écologiques et aux enjeux de société, avant de répondre aux enjeux économiques. Je trouve également qu'aujourd'hui, il y a besoin, dans les pratiques d'éducation, notamment les écoles, mais aussi sous forme d'éducation populaire, pour sensibiliser les enfants ainsi que les adultes au rôle de la forêt. Notamment au regard de son rôle de puits carbone qui impacte le réchauffement climatique. Il faut absolument qu'on aborde d'abord la forêt par ce bout-là.
Parce que sinon, on va à la catastrophe. Et c'est tout le programme de la France Insoumise. À la France Insoumise, on a un programme dans tous les domaines qui passe d'abord par la question de la planification écologique et de la règle verte. Cette question centrale de la règle verte, de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut régénérer, est notre programme. Et le programme est cohérent et se tient de bout en bout. Parce que quand on parle d'exploitation forestière, on parle de quel modèle on choisit. Et donc également de la question de la planification. Il faut également veiller à travailler à l'isolation du bâtiment. C'est très lié à la question de la protection de la forêt aussi. Et pour compléter, du coup, ce qui a été dit, donc on a parlé en termes de solutions, évidemment, la planification écologique, la règle verte, et la question de comment on peut changer de gestion de la forêt en partant vraiment des réalités de l'écosystème, des écosystèmes. Il y a aussi d'autres éléments qui sont assez importants, qui sont un petit peu d'actualité quand on pense notamment aux différents traités de libre-échange. Déjà, il faut arrêter avec le libre-échange. C'est-à-dire que la logique en fait capitaliste qui cherche à ce qu'on utilise le bois français pour pouvoir le transformer à l'autre bout du monde et ensuite on le réimporte ici pour pouvoir le vendre, ça il faut arrêter avec ça. Donc, ça c'est quelque chose d'assez central et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse cohérence des programmes de la France Insoumise, c'est tout se tient de bout en bout. Il y a la question aussi des moyens donnés aux services publics. Tout à l'heure on parlait de l'ONF, on parlait de l'OEB, c'est évidemment leur donner les moyens de travailler pour pouvoir s'assurer simplement que les règles qui seraient faites respectées et faire en sorte aussi de donner aux moyens au service public de pouvoir faire son travail. On peut parler également de tout ce qui est recherche, parce que là, dans la politique d'austérité menée actuellement par le gouvernement, on va casser les différents budgets, ou même des fois, ça va même beaucoup plus loin, des fois on remet en cause la liberté des chercheurs pour pouvoir la mettre en place. Différentes recherches peuvent toucher à certains intérêts. Tout se tient d'un point de vue programmatique. Donc, penser écologie, penser service public et penser comment on peut relocaliser l'économie. On parle souvent d'une politique par les besoins et non par l'offre. Le besoin premier, c'est de pouvoir, je dirais, vivre pour les générations futures sur cette planète et de pouvoir vivre à des températures qui sont supportables. Marianne a abordé l'enjeu de l'eau, qui est très lié à la question de la protection de la forêt. Sans eau, on ne vit pas. Il faut absolument avoir une réflexion par les besoins et non pas, comme aujourd'hui, à ce qu'on assiste, qui consiste d'abord à une offre, et une offre qui détruit la planète et le vivant. Tout à fait. Moi, je voulais reprendre à mon compte un adage qui circule dans le milieu associatif de défense de la forêt, qui est l'écologie, c'est la condition, le social, la finalité, l'économie, le moyen. Voilà, rappelez que l'économie, c'est juste un moyen, c'est pas un but en soi. La croissance, c'est pas un but en soi, tout dépend de comment les richesses sont réparties. On s'en est rendu compte avec le dernier épisode budgétaire. Et sans l'écologie, rien de social et rien d'économique n'est possible, en fait. Voilà, on veut... je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce pays, un peu partout, il y en a qui sont encore comme ça, il y a des tas de panneaux de communes qui sont mis à l'envers parce que les agriculteurs disent qu'on marche sur la tête. Et bien voilà, pour la forêt, c'est pareil. Le mode de gestion forestière, aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de forestiers qui respectent, et de propriétaires forestiers qui respectent la forêt, qui viennent nous voir, nous, à la France Insoumise, et voir les associations, d'abord les associations d'ailleurs, en disant mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ma forêt aille mieux. Donc il y a vraiment beaucoup de propriétaires forestiers qui sont inquiets, qui sont volontaires, qui sont quelquefois démunis. C'est aussi à cela qu'on veut répondre, mais ceux contre lesquels nous luttons prioritairement, ce sont ceux qui ne considèrent que la forêt que comme un moyen de mettre plus de zéro sur des comptes bancaires. C'est pas ça la forêt. C'est d'abord la condition pour la survie de l'espèce humaine, qu'elle vive en forêt ou qu'elle n'y vive pas. Puisque la captation du carbone, la filtration de l'eau, l'oxygène que nous respirons, il est nécessaire à tout le monde et il est distribué à tout le monde. Voilà. D'où l'importance aussi de cette vidéo aujourd'hui et le fait que les différents contenus qui parlent des difficultés autour de la forêt et des différents enjeux autour de la forêt
puisse être connu de toutes et tous. Parce que moi, je suis convaincu, c'est aussi justement en partageant ce diagnostic et en faisant en sorte que le niveau de culture générale autour des enjeux de la forêt augmente, ça sera l'un des moyens essentiels pour que les choses changent et qu'il y ait une réelle prise en compte dans les politiques publiques. Tout à fait. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, pour toutes ces explications. C'était vraiment très clair, instructif. On en a énormément appris aujourd'hui. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on fera 2 autres vidéos sur ce sujet. Et dans la description YouTube en dessous, je mettrai le lien du livret. Comme ça, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de dresser le portrait des forêts françaises, de comprendre les enjeux écologiques et de gestion, et découvrir les pistes qui sont proposées par la France Insoumise pour protéger et restaurer nos forêts. Mais ce n'est qu'un début. Dans les prochains épisodes, on passera à l'action et on parlera de relocaliser et réhumaniser l'activité forestière et de comment nos forêts peuvent devenir un vrai moteur pour nos territoires et pour nous tous. Alors restez avec nous, abonnez-vous pour ne rien rater parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre pour agir concrètement pour nos forêts. Merci à vous trois et à très bientôt.